Bonjour à tous et merci beaucoup Maxime pour cette invitation au séminaire d'animation scientifique TETIS. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de modèles pour prédire la dynamique de population de moustiques. Et en fait, je profite de ce séminaire pour présenter voilà, ce thème de recherche sur lequel je travaille depuis quelques années maintenant, et surtout avoir cette réflexion sur le côté développer des modèles qui soient utiles, utilisables, utilisés, donc pour reprendre la devise de Tétis. Alors, est-ce que ça va passer? Oui. Alors, quelques mots de contexte. Donc, bon, tout le monde connaît les moustiques. Il faut savoir qu'il y a plein d'espèces de moustiques dans le monde. Et les espèces qui nous embêtent, c'est les moustiques qui sont vecteurs d'agents pathogènes, virus, parasites, voilà, et responsables de maladies, que ce soit des maladies humaines comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, le Zika, ou des maladies zoonotiques comme la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre du Nil occidental. Et souvent pour ces maladies, il n'existe pas forcément de vaccin ni de traitement, donc il y a beaucoup de, la lutte contre ces maladies passe en général par la lutte contre les vecteurs, la lutte antivectorielle. Et pour organiser cette lutte, pour la cibler, il y a des besoins, donc développer des outils cartographiques pour les actions de surveillance et de contrôle du vecteur et des maladies associées. Alors les moustiques, comme tous les insectes, ne sont pas capables de réguler leur température et donc ils dépendent très fortement des conditions environnementales, la température, et puis aussi les femelles moustiques, elles ont besoin d'eau pour pondre leurs œufs, donc ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Voilà, l'environnement a un rôle très important dans la distribution et la dynamique de ces moustiques. Et c'est là que Tétis peut intervenir avec l'apport de la télédétection pour caractériser les variables environnementales clés qui peuvent impacter la distribution et la dynamique de ces moustiques. Alors ça va marcher très bien quand les gîtes larvaires sont très grands, comme des rizières ou des marais. Voilà, c'est le cas pour les anophèles à Madagascar, par exemple, c'est l'illustration ici. Ça va marcher un peu moins bien et il va falloir un peu chercher d'autres indicateurs issus de la télédétection quand les gîtes larvaires sont plus petits, comme voilà, des petits pots de fleurs, des regards de gouttière, pour les moustiques du genre Aedes albopictus, comme le moustique tigre. Et puis il y a la modélisation qui peut aussi du coup contribuer à mieux comprendre les relations entre ces conditions environnementales et la distribution et l'abondance de moustiques. Et puis, une fois qu'on a compris quelque chose, essayer de prédire cette distribution et cette dynamique. Alors, j'ai rajouté une diapo de contexte sur la Réunion. À la Réunion, donc à l'île de la Réunion, d'où je vous parle, c'est le moustique tigre, Aedes albopictus, qui pose souci, qui est très présent à La Réunion. La première épidémie de dengue rapportée, c'était en 1977, qui a touché presque, qui a eu un gros impact sanitaire. Ensuite, il y a eu le chikungunya en 2005-2006, donc environ 30% de la population réunionnaise qui a été impactée. Et puis, depuis 2017, on a de la dengue tous les ans. Donc, voilà, donc des épidémies de dengue qui se succèdent. Donc l'organisme en charge de la lutte antivectorielle à La Réunion, c'est l'Agence de santé Réunion. Et les actions de l'ARS va varier si on est en période épidémique. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est les foyers là où il y a eu des cas qui sont ciblés avec pulvérisation d'insecticides pour tuer les populations de moustiques adultes juste autour de ces foyers. Et puis, il y a des actions en période interépidémique, quand il n'y a pas de foyer, qui sont plutôt des actions de prévention, de mobilisation des populations pour supprimer les gîtes larvaires. Mais dans tous les cas, il y a des besoins pour cartographier ces densités de moustiques, pour mieux planifier ces actions et être plus efficace dans la réponse. Alors du coup, je vais parler des résultats d'un projet, donc le projet Alborun, qui date un petit peu, mais que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un peu le début
voilà, de mes activités de modélisation du moustique tigre à La Réunion. Et après, je présenterai en fait les suites qu'il y a eu à ce projet. Donc désolée pour ceux qui ont déjà eu 10 fois cette présentation, mais je reviens un peu là-dessus parce que je me rends compte voilà, qu'à Montpellier, je ne l'ai pas présenté si souvent que ça, même si je l'ai beaucoup présenté dans l'océan Indien. Donc ce projet-là, il a été initié à la demande du service de lutte antivectorielle de l'Agence régionale de santé à La Réunion pour l'analyse des données de surveillance entomologique qu'ils avaient, suite à des travaux qu'on avait faits, Marie Demarquis et moi, dans le sud-est de la France, sur le même moustique, Aedes albopictus, mais dans le sud de la France. Voilà, donc les objectifs principaux du projet, c'était d'une part de caractériser et modéliser l'impact des conditions météo sur la productivité des gîtes larvaires et s'il y avait quelque chose d'intéressant qui sortait, de développer un modèle spatialisé du risque vectoriel à l'échelle de l'île de la Réunion. Voilà, donc bon, l'organisation du projet, il y a eu différentes phases. En ce qui concerne Tétis, pour la phase 1, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a deux approches de modélisation qui ont été mises en œuvre, une approche mécaniste et puis une approche plutôt statistique dans le même projet. Donc c'était aussi pour ça que je voulais vous parler de ce projet, parce que ça rejoint des questionnements qu'on peut avoir au sein de l'équipe MISCA. Voilà, bon, il y a plusieurs phases. Je vous parlerai surtout de la phase 1 et puis de la phase 3, le développement d'un modèle spatialisé des densités d'Aedes albopictus à La Réunion, voilà, qui a du coup mobilisé le langage d'Osler, développé aussi par Tétis. Alors, pour la phase 1, rapidement, on disposait de données entomologiques qui correspondaient à des suivis hebdomadaires réalisés par l'ARS. Alors, ils avaient posé en fait des pièges au pied de stations Météo France pour être vraiment au plus près des conditions de pluie et de température locales. Voilà, pour ceux qui connaissent la Réunion, c'est tout petit, mais par contre, on a une hétérogénéité de conditions climatiques vraiment très importante. Voilà, que ce soit pour les températures du fait d'un relief assez marqué, et puis que ce soit pour les pluies avec des fortes pluies dans l'est et puis des climats très très secs dans l'ouest. Voilà, donc ils ont placé des pièges au pied des stations Météo France. Alors des pièges, c'est un bien grand mot, en fait c'est des pièges pondoirs qui miment des gîtes larvaires qui sont attractifs pour les femelles moustiques Aedes albopictus. Donc en gros c'est des pots qu'on laisse remplir d'eau par la pluie naturellement, et chaque semaine en fait on passe et puis on renverse ces pots, on compte le nombre de larves et le nombre de nymphes, et puis on remet l'eau, on les enlève, on remet l'eau, et voilà. Donc il y avait aussi évidemment des données météo, pluie et puis température minimale et maximale pour ces stations. C'est les données journalières Météo France. Et à partir de là, voilà, c'était quel est l'impact de ces conditions météo, pluie et température sur les dynamiques de population du moustique tigre à La Réunion. Donc pour ça, on a utilisé deux approches méthodologiques. Donc un modèle basé plutôt sur les processus, voilà, où en fait on part des connaissances pour essayer d'expliquer les données observées. Et puis une autre approche, le modèle basé sur les données, où là c'est l'inverse, on part plutôt des données observées pour essayer de faire émerger des connaissances. Alors, le modèle mécaniste, il est basé sur le cycle de vie du moustique, qui est commun à tous les moustiques. Toutes les espèces de moustiques du monde ont le même cycle de vie, qui se divise en deux phases. Une phase aquatique, avec des œufs qui deviennent des larves, puis des pupes. Et puis une phase aérienne, avec, après l'émergence des adultes et l'accouplement des mâles et des femelles. Pour les femelles moustiques, toute leur vie, elles vont prendre des repas de sang, maturer leurs œufs et puis les pondre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on connaît du cycle de vie du moustique. Et quand on en fait un modèle, en fait, voilà, une façon assez simple de faire, c'est un modèle en compartiments. On va définir des compartiments qui correspondent à ces différents états du cycle de vie du moustique. Donc on retrouve une boîte avec les œufs, les larves, les nymphes, puis les adultes. Alors pour les femelles, les adultes émergentes, qu'on a séparés en adultes nullipares, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pondu, et en adultes pares, qui ont déjà pondu, et qui sont ensuite, qui passent par les trois stades, recherche d'hôtes, gorgée, et recherche de site de ponte. Voilà, on fait la distinction en nullipare et par parce que c'est un paramètre entomologique qu'on est capable de mesurer en observant les moustiques capturés et qui donne une indication sur l'âge des populations.
Voilà, donc ce modèle-là, en fait, du coup, pour estimer le nombre d'individus dans chacune de ces boîtes, on utilise un système d'équations différentielles ordinaires qui, en fait, regarde pour chacune de ces boîtes, qu'est-ce qui est à chaque pas de temps, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Voilà, ce qu'on décrit donc par un grand système d'équations, mais qui est finalement pas très compliqué, qui décrit simplement la différence entre le nombre d'individus au temps t plus 1 et le nombre d'individus au temps t, c'est finalement le nombre d'individus qui est rentré dans le compartiment. Donc, par exemple, pour les nymphes, je prends la troisième équation qui est la plus courte, ça va être le nombre de larves qui est passé au stade pupe, moins le nombre de pupes qui est sorti de ce compartiment, soit parce qu'elles sont mortes, soit parce qu'elles sont passées au stade suivant. Voilà. Donc, dans ce système d'équations, on peut décrire toutes les connaissances qu'on a sur le nombre d'œufs pondus par les femelles pares, par les nullipares, sur les taux de mortalité, sur les fonctions de transition d'un stade à l'autre. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des paramètres qui sont fixes. Donc, ça, c'est les lettres grecques qu'il y a dans les équations, qui vont varier ni dans le temps ni dans l'espace. Et par contre, il y a des fonctions, c'est les lettres latines, qui, elles, vont dépendre de la température, en particulier les fonctions de transition d'un stade à l'autre, ça va aller d'autant plus vite qu'il fait plus chaud, grosso modo. Les taux de mortalité vont aussi être impactés par la température. Les pluies vont aussi avoir un rôle sur lorsqu'on a appelé la capacité de charge de l'environnement. Donc, c'est finalement le nombre maximal qu'il peut y avoir de larves dans un site donné. Et puis sur les taux de mortalité aussi. Bon, bref, toutes ces connaissances qu'on a par des études expérimentales ou observationnelles, on peut rentrer ces connaissances dans ces fonctions. Voilà. Je ne vais pas détailler plus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans ce modèle-là, tous les paramètres et les fonctions ont été estimés d'après la littérature. Donc, il n'y a pas eu de calibration à partir des données terrain. C'est simplement le modèle de Montpellier, en gros, on avait déjà fait ce travail de biblio, d'estimer chaque paramètre et chaque fonction qu'on a repris pour la Réunion avec des données réunionnaises si elles existaient. Voilà, et donc les sorties du modèle, donc c'est une estimation du nombre d'individus dans chacun des compartiments, donc une estimation chaque jour, chaque pas de temps, mais là c'est le jour, du nombre d'œufs, de larves, de nymphes, etc., etc. Voilà, il y a des sorties qui sont plus intéressantes que d'autres, mais voilà, en tout cas, on peut avoir accès à toutes ces sorties-là. Alors, avant de vous présenter les résultats, je vous présente le modèle basé sur les données. Donc, dans ce cas-là, c'est l'approche complémentaire, on va dire. On part d'une variable à expliquer, donc le nombre de, donc là, dans ce cas-là, c'est la moyenne par site et par relevé du nombre de larves observées sur le terrain. Et puis, on a des variables explicatives qui sont des variables météo. Donc là, ils ont regardé, donc je dis ils parce que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mes collègues de l'IRD, Espace Dev. Donc en fait, ils ont exploré toutes les variables explicatives possibles qui sont liées à la précipitation du jour même, mais aussi le maximum, le cumul, les N derniers jours, et puis puis des variables comme le nombre maximum de jours consécutifs sans pluie, ça c'était pour la pluie. Et pour les températures minimales ou maximales, de la même façon, il y a la température du jour, mais il y a aussi des histoires de cumul, le nombre de maximum de jours consécutifs en dessous ou au-dessus d'un certain seuil, le nombre de jours en dessus ou au-dessus d'un certain seuil, la minimum, la moyenne de l'écart Tmax moins Tmin, les N derniers jours. Donc, en gros, ça faisait 531 variables à tester. Ils ont utilisé modèle SVM là, pour Support Vector Machine afin de pouvoir gérer, si possible, des relations non linéaires. Ils ont développé un modèle global et puis ils ont testé aussi des modèles locaux en testant alors chacune des combinaisons de 2 ou 3 variables explicatives maximales et puis en sélectionnant finalement le meilleur modèle à partir la minimisation de l'erreur quadratique avec une validation croisée. Je crois que c'était 5. Bon, je ne sais plus exactement, ça c'est dans le papier. Voilà. Donc les résultats du modèle statistique, en fait, c'était tous les meilleurs modèles, en gros, étaient composés d'une association entre une variable liée à la température et une variable liée à la pluie. Voilà, donc là, les notations, c'est TN-42, c'est la température
c'est la moyenne des températures minimales les 42 derniers jours avant le relevé. Et pour la pluie, en fait, là, c'était le log du cumul de pluie en millimètres des 35 derniers jours. Donc, voilà, assez rapidement, voilà, on a ce type de relation où finalement, on observe qu'on a d'autant plus de moustiques qu'il fait chaud. Voilà, donc ça, c'est assez intuitif et attendu. Mais on a cette relation avec la température. Et puis pour la pluie, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation avec les pluies, et puis après, au-dessus d'un certain seuil de pluie, ça rediminue de l'autre côté. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, alors après, je passe à la partie comparaison des approches. Donc les deux modèles sur les 5 sites arrivent assez bien à prédire la dynamique de population observée. Donc là, sur le graphique, vous avez en rouge les observations, en bleu le modèle mécaniste et en vert le modèle basé sur les données. Voilà, donc on a les tendances, on a voilà, le côté interannuel aussi. Et puis la même chose à peu près sur tous les sites. Que la dynamique soit très marquée comme dans l'Ouest, la possession Saint-Paul, ou un peu plus régulière toute l'année comme Sainte-Suzanne et Saint-Benoît. Voilà, on arrive à peu près à reproduire les tendances. Donc ça, c'était pas mal. Donc ça, c'était la fin de la phase 1. Donc les modèles ont fait leur preuve que les deux approches, voilà, pour mieux comprendre l'impact des conditions météo sur la dynamique des populations de vecteurs. Et puis dans le cas de la Réunion, il semble que vraiment la pluie et la température, ça suffit pour prédire les dynamiques de population observées. C'était intéressant parce que ça nous a permis aussi un peu de réfléchir à la complémentarité des approches de modélisation. En particulier, alors pour moi qui fais plutôt des modèles mécanistes, le fait que dans le modèle basé sur les données, les deux variables qui sortaient, voilà, c'était vraiment pluie et température, et puis surtout il y avait l'effet seuil des pluies qui était intéressant. Ça justifiait de mettre certains mécanismes comme le lessivage des gîtes. Quand il y a des trop fortes pluies, et en fait on met des mortalités plus fortes sur les stades aquatiques. C'est une sorte de justification de choix de modélisation où des fois on se demande si c'est vraiment utile. Voilà, on pourra en rediscuter après, mais c'était intéressant d'avoir cette réflexion-là. Et du coup, quand on en avait ça, la perspective, c'était de spatialiser le modèle. Donc c'est là que j'ai utilisé Ostley. Donc Ostley, un langage de modélisation maison développé par Pascal Degène, Danilo Signe et puis Mathieu Castet. Et aussi un environnement de simulation donc dédié à la modélisation de dynamique spatiale, on va dire. Donc dans le cas de ce modèle, il est assez simple en fait. Donc en gros, on a des entités qui sont les parcelles pour lesquelles on veut prédire. Notre type d'entité, ça va être les stations météo. Et puis il y a des relations entre eux juste pour lire la pluie et la température, sachant que dans ce modèle-là, on néglige le déplacement des moustiques d'une parcelle à l'autre. Voilà, donc en gros, dans les données d'entrée, on a la localisation des stations météo, fichier shapefile. On a des fichiers qui vont être mis à jour chaque semaine pour pouvoir avoir les données de pluie et température pour chaque station, donc fichier CSV. Donc comme je disais, en données d'entrée, on a les zones, donc les parcelles. À La Réunion, on appelle ça des zones alisées. C'est le nom donné par l'ARS à ces zones. Qui sont caractérisées par la capacité de charge de l'environnement dont je vous ai déjà parlé, qui en gros reflète la disponibilité des gîtes potentiels. Et ça, on s'est basé sur les données de terrain, parce que l'ARS à La Réunion voilà, visite chacune de ces parcelles et note lors de chacune de ces visites le nombre de gîtes en eau, le nombre de maisons visitées, le nombre total de maisons. Donc ça permet d'avoir déjà une première estimation de cette capacité de charge de l'environnement. Et on voit qu'il y a une hétérogénéité spatiale aussi assez forte d'une parcelle à l'autre. Voilà. Après, on a un peu affiné ça parce qu'ils avaient aussi des données sur le type de gîte larvaire dans chacune de ces zones, et donc ce qui permettait en fait d'affiner un peu cette capacité de charge de l'environnement en distinguant les gîtes dont la mise en eau ne dépendait pas de la pluie, style les pots de fleurs, les vases, des gîtes où la mise en eau dépendait de la pluie. Voilà, et donc les sorties du modèle, c'est les sorties cartographiques qui peuvent être donc exploitées dans un SIG au format shapefile ou en KML pour ceux qui préfèrent. Voilà, sachant que l'ARS les utilise surtout au format shapefile puisqu'ils ont déjà eux leur système d'information géographique qui est opérationnel.
Voilà. Bon. Donc tout ça, c'est le modèle tel qu'on l'a décrit dans la publication auquel je fais référence. Donc là, vous avez un peu vous aurez tous les détails des deux approches de modélisation. Mais en gros, ma réflexion, c'est qu'à la fin de ça, voilà, on a un modèle utile, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire à partir de la pluie et de la température des densités de moustiques. Mais de utile à utiliser, il y a encore quelques étapes. Donc déjà, il y a utilisable. Alors, pour moi, dans mon idée au début du projet, c'était de former une personne de l'ARS à Osler, puis lui dire, bah vas-y, voilà le code, tu le fais tourner, c'est pas très compliqué, etc. Mais elle me dit, ouais, si on peut avoir quelque chose de presse-bouton, ce serait quand même mieux. Et c'est là que Pascal de Gênes est intervenu et en me disant, mais dans Osler, tu crées un point jar. Et ça, tu peux faire une interface sous Java qui va le piloter. Je dis, bon, moi, je ne sais pas le faire, mais il était d'accord pour donner un coup de main. Et puis Marie de Marquis, qui est ingénieure indépendante, rencontrée à la maison de la télédétection et avec qui on a travaillé depuis longtemps sur les modèles moustiques, elle a cette connaissance et cette compréhension des besoins utilisateurs. Et voilà, et donc c'est elle qui a développé l'interface utilisateur. Voilà, et Pascal a fait le lien derrière avec Osler. Donc au final, on a cette interface utilisateur, donc on a appelé Alborun, un exécutable, qui va prendre en entrée donc le zonage utilisé par l'ARS, donc les fameuses zones alizées, le réseau de stations météo, et puis les pluies et températures journalières au format CSV. Et en sortie, qu'on va avoir, c'est un format shapefile avec la même table attributaire que le zonage parcellaire utilisé en entrée, mais avec comme champ dans la table, en plus, on va avoir le nombre d'œufs, de larves, d'adultes moustiques prédits. Voilà, donc je vous montre rapidement l'interface de l'outil pour montrer comme c'était simple au départ. Donc la première étape, c'est sélectionner le secteur, donc soit toute la Réunion, soit un des 4 secteurs opérationnels utilisés par l'ARS, donc c'est nord, sud, est, ouest. Le répertoire de travail qui contient en fait toutes les données dont on a besoin. Les données météo, savoir, on peut lancer une simulation sans nouvelles données, mais on peut aussi préciser dans quel répertoire il y a les nouvelles données météo. Étape 2, on sélectionne une période de simulation. On choisit si on enregistre les résultats seulement pour la dernière date ou pour toutes les dates de la période. On définit le répertoire de stockage des résultats. Voilà. Étape 3, c'est que de la validation. Voilà, on synthèse des choix utilisateurs. On peut revenir en arrière. On peut annuler. Ou on lance la modélisation et puis ça tourne. Il y a cette fenêtre de contrôle. Donc vraiment quelque chose de très très simple qu'ils ont fait en 2 semaines. Mais du coup, c'est ça qu'on a livré à la fin. Donc, en parlant de transfert, alors je crois qu'il faut plus dire transfert au CIRAD, mais je sais pas comment dire autrement. Mais la partie formation des utilisateurs, ça s'est fait déjà tout au long du projet avec des réunions mensuelles avec le personnel de l'Agence régionale de santé. Des visites de terrain communes, donc ça c'était bien aussi pour bien comprendre leurs besoins, des présentations au fur et à mesure des différentes phases, ce qui fait que on n'est pas arrivé à la fin avec les équations différentielles et tout ça ils connaissaient par cœur. C'était ils se sont vraiment bien impliqués sur ce projet. Et donc la restitution finale, finalement, c'était une formation d'une journée à l'utilisation de l'outil, la livraison de l'exécutable et puis surtout de tous les supports de formation qu'a développé Marie, donc un manuel utilisateur très détaillé, des fiches TP. Donc ça, c'était fin 2016. On était à l'étape un modèle utilisable. Et à savoir, est-ce qu'il va être utilisé, c'était encore autre chose. Et finalement, du coup, là, je vous présente une diapo qui est pas de moi, mais qui a été faite par un collègue de l'ARS et présentée aux rencontres géomatiques de la Réunion en 2018, qui expliquait en fait comment fonctionnait leur système d'information géographique pour gérer la dengue et leurs actions terrain pour la gestion de l'épidémie, où on voit apparaître ici Alborun. Mais en fait, c'est une toute petite partie de leur système d'information. En gros, il y a tout un système, donc la réception des signaux, donc la déclaration des cas par les laboratoires et puis les médecins. Ils ont une application métier spécifique pour gérer les enquêtes et puis pour savoir est-ce que vraiment le nombre de cas, la localisation, etc.
ils ont leur application de données de terrain parce qu'en fait, s'il y a un cas, mais qui sont déjà intervenus la veille, bah, ils vont pas forcément repasser tout de suite. Ils vont voilà, prévoir leur passage un peu plus tard. Et il y a Alborun qui vient en complément de tout ça pour leur indiquer les zones où il y a les plus fortes densités de vecteurs et donc plus de risques d'avoir des cas secondaires. Voilà, et ils ont aussi énormément d'autres données parce que voilà, sur les ruches, sur les bassins de poissons, voilà, parce qu'ils peuvent pas passer partout non plus. Donc voilà, donc c'est pour montrer comment ce petit modèle s'intègre. Donc c'est le point de vue utilisateur dans tout un système qui effectivement ils utilisent chaque semaine. Donc ils ont une convention avec Météo France pour récolter chaque semaine en fait les données de pluie et de température. Et puis ils font tourner Alborun le lundi matin pour voilà prédire tout ça. Et alors ça leur sert surtout en hiver quand il n'y a pas de cas aussi. Parce que là, du coup, il n'y a pas tout ça et pour cibler les zones ou faire les actions de prévention, etc. C'est finalement ils sont un peu en aveugle et c'est Alborun voilà qui va dire là où il y a on prédit les plus fortes densités vectorielles. Voilà, donc ça c'était en 2016-2017. Je vous présente quelques suites rapidement, que ce soit des suites de recherche ou des suites opérationnelles. Donc pour la recherche, déjà on a ajouté un module R0. Alors je me faisais la réflexion que c'était bien avec le Covid. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est le R0, donc le taux de reproduction de base d'une maladie. Donc, c'est le nombre de cas secondaires qui seraient générés par l'introduction d'un premier cas dans une population complètement sensible. Et pour le cas de la dengue, c'est via la population de moustiques vecteurs. Donc voilà, ça se calcule. Donc il y a eu un stage de master là-dessus qui permet d'affiner un petit peu, voilà, au-delà de la densité de moustiques, finalement, ce qu'on prédit, c'est vraiment le risque d'avoir des cas secondaires. Voilà. Une autre grosse perspective de recherche qu'a développée Marion à Rambourg dans le cadre de sa thèse, mais en repartant de ce modèle mécaniste de dynamique de population de moustiques, parce qu'il a été un peu conçu pour ça, c'est de pouvoir évaluer l'impact qu'auraient des différentes stratégies de contrôle. Donc, dans sa thèse, il y avait un focus sur les stratégies de contrôle basées sur le lâcher de mâles moustiques stériles, mais elle a pu aussi regarder ça en combinaison avec des méthodes de lutte plus classiques, que ce soit la destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation d'adulticides, la lutte contre les larves, etc. Donc, elle a pu vraiment explorer par la modélisation l'impact de différentes stratégies de contrôle, soit une par une, soit combinées. Voilà, en regardant par exemple des indicateurs sur le taux de réduction, le temps de résilience, et puis vraiment répondre à des questions concrètes sur quand est-ce que c'est la meilleure période pour implémenter ces stratégies de contrôle. Donc, elle a vraiment eu le temps pendant sa thèse d'explorer tout ça. Autre perspective, c'est de travailler sur la même structure de modèle moustique, mais sur d'autres espèces. Donc, avec la thèse d'Antonio Rakoto-Harrison, qui est en cours, qui essaie de modéliser la dynamique des populations de moustiques vecteurs du paludisme à Madagascar. Donc, on change de moustiques, c'est des anophèles cette fois-ci. Il y a plein d'espèces de moustiques. Donc là, il y a 4 espèces choisies sur les 3 zones de Madagascar sur lesquelles ils travaillent. Donc voilà, ça soulève aussi d'autres questions voilà, sur de compétition entre les espèces, etc. Mais c'est des choses qu'on peut regarder toujours par la modélisation, en prenant en compte toujours pluie, température et puis l'occupation du sol à Madagascar. Autre perspective, toujours à partir du même modèle, puisque en entrée, ce qu'on a finalement, c'est la pluie, la température. Et la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est ça va être quoi l'impact du changement climatique sur les populations de vecteurs et les risques associés. Donc en fait, là, c'est dans le cadre d'un autre projet en Asie du Sud-Est où il y a un postdoctorant qui s'appelle Lucas Bonin, voilà, qui travaille là-dessus, alors ça change un petit peu d'échelle, mais le modèle derrière, c'est toujours le même sur Aedes albopictus et Aedes aegypti. Et il va regarder dans le futur quel pourrait être, voilà, alors si par ailleurs rien ne change, donc ce qui n'est pas gagné, mais en tout cas, l'impact des pluies et des températures futures sur la distribution de ces 2 espèces. Voilà, donc ça, c'était un peu pour parler
des suites de recherche qu'il y a eu à ce premier travail. Et puis après, il y a eu aussi des suites opérationnelles, donc comme Albo Maurice, parce que les Mauriciens, en ayant vu ce qui se faisait à La Réunion, ils voulaient avoir la même chose. Donc on a développé une interface dédiée pour prédire la dynamique de population d'Aedes albopictus à Maurice, en rajoutant certaines fonctionnalités comme la possibilité de simuler des actions de contrôle. Voilà, c'est passé aussi par plusieurs formations à Maurice. Et puis après Albo Maurice, il y a le ministère de la Santé français qui s'est intéressé à l'outil Alborun, ou c'était en même temps, enfin bref, et du coup c'est devenu Arbocarto. Donc l'interface est un peu complexifiée, mais permet maintenant en fait de simuler, donc de choisir si on travaille sur Aedes albopictus en zone tropicale, Aedes albopictus en zone tempérée, ou Aedes aegypti. Et puis, donc il y a un module simulation qui en gros est le même que ce qu'on avait dans Alborun ou Albo Maurice, mais qui par contre, il y a plein d'autres modules pour permettre de modifier la capacité de charge de l'environnement en fonction de données d'occupation du sol ou d'autres données. Voilà, donc davantage de fonctionnalités qui fait que c'est un outil qui a été développé pour pouvoir s'adapter à différents contextes géographiques et qu'on a pu tester donc sur Montpellier, Grenoble et Bordeaux et la Martinique. Voilà. Donc de tout ça, j'ai mis quelques conclusions et réflexions. Alors on pourra rediscuter des choix de modélisation, bien sûr. Là, j'ai mis juste quelques réflexions sur le côté de l'utile à l'utiliser. Finalement, quelque chose qui prend pas mal de temps. Voilà, donc c'est bon à savoir. Enfin, pour nous en tant que modélisateurs, ça prend quand même un peu de temps. Je pense que c'est aussi le temps que les idées fassent leur chemin. Voilà, quand moi j'étais étudiante et je faisais ma thèse sur la dengue en Guyane, le côté, ouais, tu vas utiliser des images satellites pour prédire et des modèles pour prédire les densités de moustiques, ça paraissait un peu fou comme idée, je pense. Alors que maintenant, c'est devenu opérationnel et c'est finalement admis. Donc ouais, je pense que c'est aussi du temps pour que la communauté utilisateur soit formée à l'utilisation de l'information spatiale, parce que ce modèle-là, ce qu'il fournit, pour pouvoir bien interpréter, etc., il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un système d'information géographique et les données qui sont manipulées. Bien sûr, ça nécessite des compétences complémentaires, donc en entomologie, en épidémiologie. Donc là, c'est sûr que le fait que je sois chercheuse associée à une unité comme ASTRE, donc c'est Animal, Santé, Territoire, Risque et Écosystème, avec un entomologiste dans mon bureau, ça aide beaucoup à pas dire de bêtises quand on travaille sur des modèles biologiques. Et puis, au-delà de ça, il y a toutes les compétences en informatique que moi je n'ai pas. Aussi le côté comprendre les besoins utilisateurs, développer des supports de formation adaptés, définir des interfaces utilisateurs. Voilà, ça c'est toute une expertise qu'a clairement Marie de Marquis et que moi je n'ai pas. Donc c'était vraiment la Dream Team. J'étais bien entourée pour passer du côté utile à utiliser. Voilà, et pour ça, je voulais souligner, l'importance de la maison de la télédétection pour toutes ces connexions qu'elle rend possibles. Voilà, donc je pensais, ça me faisait réfléchir aussi au côté, les rencontres. Donc la maison de la télédétection, en tout cas à l'époque où on pouvait se rencontrer, c'était quand même assez, ça favorisait pas mal ces interactions entre différentes unités, entre la recherche et puis les bureaux d'études privés, le côté plus opérationnel. Et ça demande aussi du temps, tout ça finalement. Alors ça c'est plus peut-être pour une réflexion par rapport à mes collègues ciradiens et herdiens. Mais moi j'ai vu dans le développement de ces modèles pas mal d'allers-retours entre la recherche au sud et la recherche au nord, qui est assez intéressante finalement, parce que c'est des modèles moustiques, quand les moustiques posaient pas de problème, à part des problèmes de nuisance en Europe, en gros c'était l'IRD, le CIRAD qui travaillait sur les maladies transmises par les moustiques, très clairement, au sud, je pense que ce soit les moustiques de Guyane, du Brésil, la thèse de Valérie Sotti sur les moustiques du Sénégal, des collaborations sur les moustiques du Zimbabwe, puis d'un coup
voilà, Aedes albopictus arrive dans le sud de la France et bon, commence à inquiéter. Donc, il y a des modèles qui sont développés sur bon, la Camargue, sur Nice, etc. Puis, donc plutôt au nord. Et puis, en voyant les résultats, c'est l'ARS de La Réunion qui dit, nous aussi, on a des moustiques, ce serait bien de faire, d'avoir aussi des outils opérationnels à La Réunion. Donc, ça revient un peu au sud. Et puis là, dans le cadre du partenariat dans l'océan Indien, voilà, ça fait un peu boule de neige, même s'il n'y a pas beaucoup de neige dans l'océan Indien, mais en gros, c'est de La Réunion. Voilà, c'est la présentation des résultats sur La Réunion, ça donne envie, par exemple, au ministère de la Santé de Maurice d'avoir le même type d'outils. Ça permet des collaborations avec Madagascar, l'Institut Pasteur de Madagascar en particulier, pour voilà, développer de la recherche et aussi les outils derrière. Donc c'était pour moi très très bien d'être basée toutes ces années au sein de l'océan Indien, voilà, pour développer voilà ce côté utilisé, d'aller des modèles utilisables à utiliser. Et voilà, et ce que j'avais oublié de mentionner, c'était aussi le côté opportunité de financement, mais ça rejoint l'histoire des allers-retours entre le sud et le nord. Je vous ai mis la carte des départements toute récente, où la présence d'Aedes albopictus est connue au 1er janvier 2021. Si on revient 10 ans en arrière, il n'y avait que quelques départements du sud de la France où il était présent. Donc on voit bien que voilà, cette expansion assez impressionnante du moustique tigre, qui, ça y est à Paris, fait que d'un coup, voilà, il y a des financements qui sont disponibles, et ça vaut pour toutes les crises sanitaires, que ce soit pour la grippe aviaire, pour voilà, plein de crises, ça devient des leviers aussi de financement de projets de recherche pour lesquels on n'avait pas forcément beaucoup d'argent jusqu'à présent. Et voilà, donc faut aussi le savoir. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense. Merci beaucoup et bonne année à tous. Et j'attends vos questions. Oui. Alors moi, je vois pas bien les mains. J'ai vu la main de Sandra, mais... Oui, donc bon, sinon je peux commencer. Merci Annelise pour cette présentation super. J'ai beaucoup appris. Alors j'ai quelques questions justement. Alors tout est basé dans des modèles, si j'ai bien compris, surtout vis-à-vis de variables biophysiques, donc notamment la température et la précipitation. Et pourquoi pas la densité des populations? Je parle de populations humaines, puisque la plupart des modèles, justement, incluent la densité des populations. Ils considèrent justement que l'interaction entre les variables biophysiques et la densité des populations, c'est justement là qu'on voit la force du modèle. Donc, je me demande, est-ce que peut-être que tu l'as pas dit. Ouais, mais... alors... Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. En fait, dans les zones alizées, en fait, en gros, le modèle tel qu'il est utilisé actuellement, c'est vraiment un modèle qui tourne à une échelle très locale. Donc, en gros, qui est le zonage qui est utilisé par l'Agence régionale de santé, il fonctionne que sur les zones où il y a déjà des gens. En fait, voilà, on le fait pas tourner sur de la forêt, etc. Et déjà, il cible les zones où il y a de la population humaine. Et du coup, à ces échelles-là, la relation entre la densité de population et le nombre de moustiques, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que justement, ça reste à étudier, mais en tout cas, c'est pas plus il y a de gens et plus il y a de moustiques. Au contraire, dans les quartiers très densément peuplés, mais avec très peu finalement de végétation, etc., il va y avoir moins de gîtes larvaires. Et les quartiers finalement un peu entre les deux, résidentiels avec des jardins, etc. C'est là qu'on va trouver le plus de gîtes larvaires. Et donc, c'est pour cette raison que finalement, on se base sur les données terrain, sur le nombre de gîtes, mais qui n'est pas forcément corrélé avec la densité de population. Donc ça c'est intéressant parce que dans la littérature j'ai trouvé surtout que bien sûr c'est peut-être à notre échelle. Donc et là ma deuxième question, oui, moi je suis toujours dedans les SDM et modèles associés. Donc justement, tu as pas envisagé d'utiliser plutôt des SDM qui vont justement ça te permet aussi de travailler, de faire l'upscale et de travailler à différentes échelles et de voir justement ce type d'effet des variables à différentes échelles. Oui, alors non, on l'a pas regardé. Alors si, un petit peu avec on se pose plein de questions justement là-dessus avec le post-doctorat de Lucas, qui lui a complètement changé d'échelle voilà, il travaille sur toute l'Asie du Sud-Est et là effectivement il y a les variables occupation du sol et donc
qui est liée aussi à l'urbanisation, qui va jouer un rôle important parce que sinon, avec la même pluie et la même température, globalement, on prédit voilà, des densités équivalentes sur une zone où il y aurait pas du tout personnes versus une zone très densément peuplée comme Bangkok par exemple. Donc là, il faut la prendre en compte, mais voilà, regarder le continuum entre voilà le côté très local où finalement la densité de population, on la prend en compte seulement indirectement par la disponibilité des gîtes à une échelle plutôt voilà régionale où là il faut la prendre en compte. Voilà, ça on l'a pas encore regardé. Mais c'est sûr que c'est une question et on l'a eu souvent de la part des reviewers là-dessus sur voilà, enfin ce changement d'échelle là. Donc ça reste à explorer. Et sinon, par contre, pour compléter, la densité de population, elle joue par contre sur le R0, parce qu'en gros, on estime une densité de population de moustiques, mais ce qu'il faut pour le R0, c'est un taux de piqûre et donc de contact entre population humaine et population de moustiques. Je vois. Parfait. J'ai fait une dernière question, je m'arrête là. Oui. Donc, si j'ai bien compris, tu as une thèse qui travaille sur les vecteurs du paludisme en Madagascar, non? Oui. Bien, ouais. Alors, je me demande, comme tu dis que tu travailles à Espace Dev, si tu as échangé avec Emmanuel Roux, et lui, il a travaillé exactement dans la même problématique, mais en Guyane française. Donc, il y a eu un test justement exactement dans les mêmes sujets. Dans les vecteurs du paludisme en Guyane française. Donc, justement, c'est intéressant parce qu'à l'époque, on avait vu dans cette thèse qu'il y avait pas mal de problèmes, justement, dans la modélisation qui avait été faite. Et je pense que, bon, toujours, j'insiste autour de SSDM et de trouver les bons algos et les bonnes variables. Mais il y avait un intérêt très important aussi de la Croix-Rouge, justement, qui suivait ces types de démarches aussi des modélisations. Donc, je ne sais pas si tu es en contact avec Emmanuel, justement, pour... oui, et tous les mois. En fait, grâce au CES, j'en ai pas trop parlé là, risque maladie infectieuse. En fait, toute cette petite communauté se connaît, voilà. Et du coup, on a donc il y avait le CES qui faisait le santé, en gros, qui faisait le lien entre nous. Et par le projet Anisette, qui est un projet Tosca en fait, qui vise à tester différentes chaînes de traitement. Différents modèles développés par les moustiques de différentes équipes de recherche. Donc, il y a le CIRAD, il y a l'IRD, il y a l'Université de Rouen, il y a l'Institut Pasteur de Madagascar. En gros, l'idée du projet, qui n'est pas un projet de recherche, c'est vraiment de tester différentes approches et différentes chaînes de traitement sur différents sites. Voilà, donc Emmanuel au Brésil, il va tester Arbocarto au Brésil. Nous, on repart de chaînes de traitement développées soit par l'IRD, soit par l'Institut Pasteur, soit par l'Université de Rouen. On va les tester à La Réunion et à Maurice. Il y a un stage qui est en cours cette année là-dessus. Et du coup, oui, on échange vraiment très régulièrement avec toute cette communauté. Ah, mais bon, c'est super de savoir. Bon, merci. Je m'arrête là pour laisser aux collègues. Là. Mais ce sera un prochain séminaire. Ouais. Ouais, merci. Merci à toi. Non. Toutes les cartes où on voit le moustique entrer en France par le sud. Ouais. Mais il est entré par le sud. En fait, oh non, c'est pas vrai. Il a été détecté plusieurs fois au Havre, dans le port, parce que vous savez que les moustiques tigres, en fait, ils voyagent. C'est les œufs, en fait, qui voyagent et souvent en important les pneus usagés d'Asie ou des choses comme ça. Donc, il a été détecté plusieurs fois au Havre, mais les conditions climatiques faisaient qu'il passait pas l'hiver et donc il n'est pas rentré par le nord. Mais il y a des exemples d'émergence comme la blouton où c'est entré par Maastricht en fait. La blouton, donc c'est une maladie animale, là, donc c'est rentré par le nord et puis ça a déferlé sur toute la France par le nord. Donc les introductions, elles arrivent tout le temps. Après, il faut trouver les conditions climatiques, les espèces qui deviennent compétentes, des choses comme ça pour que ça émerge. Mais ça vient pas forcément que du sud. Mais dans ce cas-là, oui.
Oui, merci Anise. Plus sérieusement, dans ton exposé, tu évoquais un peu la partie technique, c'est-à-dire l'outil géomatique avec ses données attributaires issues des modèles. Et je profite donc de ton exposé pour faire de la pub pour GEOPS, c'est-à-dire le plugin de QGIS qu'on a fait développer dans le cadre du projet Pacte Tunisie, mais il est aussi financé par d'autres projets, où on a découplé les données attributaires des couches, c'est-à-dire qu'il y a une base où on peut gérer tous les indicateurs qu'on veut, et puis la jointure se fait automatiquement. Hein, et c'est-à-dire c'est donc un outil géomatique qui est nourri par des séries d'observations. Chaque série d'observations, c'est une entité spatiale, une date, et puis un vecteur de l'observation elle-même peut être un vecteur, c'est-à-dire qu'on peut, dans une même observation, mettre à la fois une pression, une température, une hygrométrie, ou alors des comptages d'oiseaux de différentes espèces, etc. Voilà, donc je signale ça sans m'apesantir, mais à certains moments d'évolution des outils, ça pourrait t'intéresser parce que ça permet de capitaliser des indicateurs et aussi, une fois qu'on a produit des cartes, que ces cartes soient dynamiques, c'est-à-dire qu'elles soient faites une fois et grâce à un curseur temporel, on la voit s'actualiser au fil des dates, des années, des mois ou des jours. Et enfin, ces cartes, on sait en gérer l'accès. On a une plateforme où on a des utilisateurs qui ont des droits, qui ont des rôles en fait, et on donne l'accès aux cartes selon les rôles. Voilà, c'était de la réclame. Désolé. C'est de la pub pour un prochain séminaire Tétis, pour qu'on en sache plus. Oui, oui, ouais. Il faut le faire, oui, tu as raison. Ouais. Alors en fait, alors c'est pas ta question, mais on a eu souvent la question. En gros, enfin, je sais pas si j'ai assez insisté là-dessus. C'est pas le CIRAD qui produit les cartes et qui les met à disposition. C'est vraiment l'agence régionale de santé qui fait tourner le modèle en local et qui gère la production de ces cartes et comment elle veut faire apparaître. Finalement les différentes densités de moustiques. Voilà, mais on a souvent la question parce que ça pourrait être aussi sur une plateforme voilà hébergée où on fournit des cartes voilà pour n'importe quelle région du monde on pourrait faire ça. Voilà, mais après pour le côté appropriation, finalement que ce soit à Maurice, à La Réunion et je pense Madagascar, ils doivent être d'accord. Il y avait cette volonté de faire tourner l'outil en local et de travailler sur les sorties aussi en local. Ok. Florent. Ouais, salut Annelise, merci pour. Et bonne année du buffle. Hein. Là, pareil, je fais de la pub, mais vraiment, j'avais pas fait attention. Mais je pense qu'il y aura une animation scientifique sur la thèse de Florent et ses modèles de mobilité du buffle, quoi. C'est l'année. Bah ouais, ça tombe bien. Tu vois, moi, je savais pas non plus. Tant mieux. Merci pour ta présentation, du coup. Et j'avais une question concernant le travail effectué par le postdoctorat en Asie. Par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Du coup, à quelle échelle vous allez faire vos projections d'évolution de précipitations et de température? Parce que je me pose la question de savoir comment vous allez faire la bascule du changement d'échelle avec les précipitations et les températures pour ensuite l'utiliser dans le modèle. Ah ouais, là ça devient des très gros pixels. Hein, si tu travailles avec des climatologue, c'est Benjamin Sultan à la MTD qui est dans le projet. Ouais. Voilà, et puis il y a Vincent Herbreteau au Cambodge, l'Institut Pasteur du Cambodge pour la partie entomologie. Il y a Morgan Manjas aussi en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, c'est une grosse question, mais et en même temps, c'est la seule façon de le voir parce que les modèles de changement climatique, ils tournent quand même sur des grosses zones, quoi. Finalement, on change complètement d'échelle là-dessus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, dans ces modèles-là, on regarde seulement
est vraiment seulement l'impact du futur climat, donc réchauffement climatique, voilà, modification du régime de pluie. Et du coup, il faut se dire que c'est comme si on simulait sur une zone donnée, ben, la même parcelle, en fait, en gros, par exemple, un quartier qui change pas. En gros, c'est la même densité de population, parce qu'en gros, on fait pas, enfin pour l'instant, hein, on fait pas évoluer ça. Donc, la même distribution de gîtes larvaires. Enfin, en gros, c'est des hypothèses assez fortes qu'il y a que le climat qui change, et on regarde que ce changement-là. Donc là, bon, bah ça, en gros, on n'essaie pas de prédire qu'est-ce qui va se passer dans tel quartier de Bangkok ou de Phnom Penh à tel endroit, mais c'est juste plutôt l'évolution d'un quartier un peu typique d'une de ces grandes villes-là. Voilà, que ce sera quoi alors je sais plus, c'était 2050. Voilà. C'est un peu ça la question. Mais bon, c'est très préliminaire tout ce qu'il a fait là. On est en train encore un peu de réfléchir sur comment justement on prend en compte d'autres variables comme la densité de population, comme enfin voilà, comment vont changer aussi l'occupation du sol. Et puis bon, après, ce qui est compliqué, c'est que les moustiques, ils vont pas juste rester à faire ce qu'ils font aujourd'hui et faire la même chose dans 50 ou dans 100 ans. Eux aussi, ils vont s'adapter. Donc, donc voilà. Donc c'est, je pense, intéressant comme exercice, mais ça soulève énormément de questions quand on fait ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est un peu bizarre de voir toutes les lettres. On a l'impression de chercher un message codé, mais... Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là. Ouais, je pense.